Les dîners de Noël chez mes parents ont toujours été une épreuve de patience, mais cette année s'avérait particulièrement difficile. Mon frère, David, avait lancé des commentaires acerbes toute la soirée sur mon style de vie mystérieux et mon comportement secret, se préparant à quelque chose. Je pouvais le voir à la façon dont il jetait des coups d'œil à son téléphone, ce sourire suffisant jouant au coin de sa bouche. « Alors, petit frère, dit David en posant sa fourchette avec une décontraction exagérée. J'ai enfin compris ce que tu cachais. Je levai les yeux de mon assiette où je m'étais concentré intensément sur ma dinde au marron. Ah oui. Oh, absolument, continua David, sa voix montant, attirant l'attention de tous à table, maman, papa, notre sœur, Sophie, et son mari, Marc. Je t'ai observé ces 2 dernières années. Toujours à esquiver les questions sur l'endroit où tu vis, ce que tu fais, pourquoi tu n'es jamais disponible pour les événements familiaux. J'ai décidé qu'il était temps d'obtenir des réponses. Ma main se serra légèrement sur ma fourchette, mais je gardai ma voix égale. David, qu'as-tu fait? Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, annonça-t-il en sortant son téléphone. Je t'ai suivi chez toi le mois dernier. J'ai regardé dans quel appartement tu allais. Puis aujourd'hui, pendant que tu étais en route ici, j'ai rendu une petite visite à ton appartement. La table devint silencieuse. La main de maman vola à sa bouche. Sophie semblait choquée. L'expression de papa était plus difficile à lire, quelque part entre l'inquiétude et la curiosité. Tu as cambriolé mon appartement, dis-je calmement. Ce n'était pas une question. Ta porte n'était pas exactement Fort Knox, rit David, commençant à faire défiler les photos sur son téléphone. Ça m'a pris peut-être 2 minutes pour forcer la serrure. Et tu sais quoi? J'ai trouvé ton mystérieux bureau à domicile dont tu es toujours si secret. Il tourna son téléphone vers la table, montrant une photo de meubles renversés, de papiers éparpillés et de tiroirs ouverts. Mon estomac se serra, mais je gardai mon expression neutre. J'ai fouillé tout l'endroit, continua David, son air suffisant atteignant de nouveaux sommets. J'ai fouillé chaque tiroir, chaque dossier, chaque armoire verrouillée. Tu veux savoir ce que j'ai découvert? Rien. Absolument rien d'intéressant. Pas de documents commerciaux secrets. Aucune preuve de je ne sais quelle transaction louche dans lesquelles j'étais sûr que tu étais impliqué. Juste des papiers ennuyeux, un ordinateur portable avec un mot de passe que je n'ai pas pu déchiffrer, et des mesures de sécurité sérieusement paranoïaques pour quelqu'un qui prétend être un consultant indépendant. David, halta Sophie. Tu as réellement cambriolé sa maison? Il a menti à cette famille pendant 2 ans, rétorqua David. Des appels téléphoniques mystérieux. Des déménagements soudains. Ne jamais nous dire où il vit. J'avais tout à fait le droit de découvrir ce qu'il cachait. Papa s'éclaircit la gorge. Mon fils, Alexandre, David a en partie raison. Tu as été très secret. Peux-tu lui en vouloir d'être curieux? Je posai ma fourchette avec précaution, sortant mon téléphone. Excusez-moi un instant. J'ai besoin de passer un appel. Oh, on y va, David leva les yeux au ciel. Un autre appel téléphonique mystérieux. Laisse-moi deviner, tu dois sortir pour le prendre. Tu ne peux pas laisser la famille entendre tes conversations. Je l'ignorais, me levant de table et marchant vers le salon tout en composant le numéro. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. Adjoint du maréchal Dubois. C'est Alexandre Martin, code Phoenix. Nous avons une violation de sécurité critique à mon emplacement de refuge. Le frère du sujet a effectué une entrée non autorisée il y a environ, je vérifiai les photos de David, 3 heures. Plusieurs photographies prises. On ignore si l'emplacement a été compromis à d'autres parties. La température dans la salle à manger sembla chuter de 20 degrés. Je pouvais entendre l'expression suffisante de David faiblir derrière moi. Alexandre, es-tu dans un endroit sûr en ce moment? La voix de Dubois fut instantanément professionnelle et alerte. Négatif. Je suis à la résidence familiale du sujet. La famille est présente, ignorante de la situation. Ne bougez pas. Ne quittez pas cet endroit. J'envoie une équipe immédiatement. Quelle est l'adresse? Je fournis l'adresse de mes parents, pleinement conscients du silence complet derrière moi.
L'équipe est en route. Est à 12 minutes. Alexandre, je dois vous demander de sécuriser toutes les personnes présentes. Personne ne quitte cette résidence avant notre arrivée. Est-ce compris? Compris. Et Alexandre, c'est grave. C'est vraiment, vraiment grave. Vous savez ce que cela signifie? Je sais. Je terminai l'appel et me retournai vers la salle à manger. 6 visages me regardaient avec des expressions allant de la confusion à l'horreur naissante. L'air suffisant de David s'était complètement évaporé. Personne ne bouge, dis-je calmement, retournant à ma place. Les marshals sont en route. Les marshals américains? La voix de maman était à peine un murmure. Alexandre, que se passe-t-il? Ce qui se passe, dis-je, ma voix toujours calme, mais avec une pointe d'agacement maintenant, c'est que David vient de commettre un crime fédéral. Plusieurs crimes fédéraux, en fait. Effraction dans un refuge fédéral de protection des témoins. Photographier des arrangements de sécurité classifiés, compromettant potentiellement l'emplacement et l'identité d'un témoin protégé. Le visage de David était passé du rouge au blanc en quelques secondes. Protection des témoins. C'est. Tu plaisantes. C'est une sorte de farce élaborée. Je ne plaisante pas, David. Mon nom n'est pas Alexandre Martin. Ça ne l'a pas été pendant 2 ans. J'ai été dans le programme fédéral de protection des témoins depuis que j'ai témoigné contre la famille criminelle Castellano dans une affaire Rico. Ce bureau à domicile que tu as saccagé, c'était un refuge fédéral maintenu avec des protocoles de sécurité documentés. Chaque tiroir que tu as ouvert, chaque dossier que tu as photographié, chaque serrure que tu as forcée, tout cela était propriété fédérale et tout était surveillé. La couleur quitta le visage de Sophie. La famille Castellano, n'est-ce pas? L'un des plus grands syndicats du crime organisé de la côte est? Oui, confirmai-je. J'ai été témoin d'un meurtre il y a 2 ans. Pas n'importe quel meurtre. J'ai été témoin de l'exécution personnelle par Vincent Castellano d'un informateur fédéral. Je travaillais tard à mon cabinet comptable, je me suis retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. J'ai tout vu. Mon témoignage a envoyé Vincent et 6 de ses associés en prison à vie. Marc parla pour la première fois, sa voix tremblante. Mon Dieu, Alexandre, ou qui que tu sois, tu as témoigné contre la mafia. Mon vrai nom est Marc Dubois, dis-je. J'étais Marc Dubois. Maintenant, je suis Alexandre Martin, vivant dans un refuge protégé par le gouvernement fédéral avec une identité complètement nouvelle parce que la famille Castellano a un contrat d'1 million de dollars sur ma tête. Papa était devenu très immobile, son visage pâle. Mon fils, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Parce que ce n'est pas comme ça que fonctionne la protection des témoins, papa. Tout l'intérêt est que personne ne sache qui tu es vraiment ou où tu es vraiment. Les marshals ont fait une exception en me permettant un contact limité avec ma famille immédiate, mais même cela était conditionnel. Vous saviez que j'avais déménagé pour le travail. Vous saviez que j'avais un nouveau travail. C'était tout ce que vous étiez autorisé à savoir. Mais nous sommes ta famille, protesta maman, des larmes commençant à se former. Nous avions le droit de savoir que tu étais en danger. Non, maman, tu ne l'avais pas. Parce qu'au moment où tu l'aurais su, tu serais devenu un risque potentiel pour la sécurité. Chaque appel téléphonique devient une responsabilité. Chaque réunion de famille devient une préoccupation tactique. Les marshals ont conseillé une séparation complète, mais j'ai négocié un contact limité parce que je ne voulais pas disparaître complètement de vos vies. Maintenant, je réalise que cela a peut-être été une erreur. David retrouva sa voix, bien qu'elle sortît étranglée. Je ne savais pas. Comment diable étais-je censé savoir? Tu n'étais pas censé cambrioler ma maison, David. Tu n'étais pas censé me traquer, me suivre et effectuer une fouille illégale de ma résidence. Ce sont des choses que les gens normaux ne font pas. Protection des témoins fédéraux ou non. Tu as été si secret. La voix de David montait avec la panique maintenant. Toujours à esquiver les questions, à n'être jamais disponible, à agir comme si tu avais quelque chose à cacher. Je pensais que tu étais impliqué dans quelque chose d'illégal ou que tu avais une liaison ou je ne sais pas, mais pas ça. Alors,
Ta solution a été de commettre plusieurs crimes pour satisfaire ta curiosité, dis-je sèchement. Comment pensais-tu que ça allait se terminer, David? Quel était ton meilleur scénario? Il n'avait pas de réponse. Sophie se pencha en avant, sa voix pressante. Alexandre, Marc, qui que tu sois, que va-t-il se passer maintenant? Que vont faire les marshals? Au minimum, David sera arrêté et inculpé de cambriolage, d'altération de propriété fédérale et de compromission potentielle d'un témoin protégé. Selon le procureur, il pourrait faire 5 à 10 ans de prison fédérale. Les photographies sur son téléphone seront saisies comme preuve. Ces appareils électroniques seront examinés par des experts pour déterminer s'il a partagé l'information avec quelqu'un d'autre. C'est ton frère, cria maman. Sûrement, tu peux expliquer qu'il ne savait pas, que c'était juste un malentendu. Maman, il n'y a pas de « juste un malentendu » dans la protection des témoins fédéraux. David a cambriolé un refuge qui fait partie d'un programme de protection actif. Même s'il ne savait pas vraiment ce que c'était, la violation de sécurité est réelle. Les marshals doivent supposer le pire scénario, que l'emplacement est maintenant compromis, que mon identité pourrait être exposée et que la famille Castellano pourrait apprendre où j'ai vécu. Mais il ne dirait rien à personne, insista papa. David, dis-leur que tu n'as parlé de ça à personne. Le silence de David était accablant. David. La voix de Sophie était aiguë. David, à qui as-tu dit? J'ai peut-être mentionné ça à quelques personnes, admit David, sa voix à peine audible. J'étais excité d'avoir enfin percé tes secrets. Tu l'as dit à Sarah, ta petite amie qui poste tout sur les réseaux sociaux, dis-je, ma voix froide. Et peut-être à Jacques et à Christophe au bar la semaine dernière, mais je ne leur ai pas donné l'adresse ou quoi que ce soit de spécifique. J'ai juste dit que j'avais découvert où tu vivais et que j'allais y jeter un œil. Je fermais les yeux, sentant tout le poids de la situation s'abattre sur moi. David, comprends-tu ce que tu as fait? Tu as dit à plusieurs personnes que tu avais localisé ton frère, qui avait mystérieusement déménagé il y a 2 ans. Tu leur as dit que tu allais cambrioler son appartement. Puis tu as pris des photographies et je suppose que tu les as partagées avec au moins certaines de ces personnes. Le silence continu de David était une réponse suffisante. Sarah, Jacques et Christophe, continuai-je. 3 personnes qui savent maintenant qu'Alexandre Martin, qui vit dans un complexe d'appartements spécifiques, est en quelque sorte lié au frère mystérieusement déménagé de David Martin. Combien de temps penses-tu qu'il faudrait à un enquêteur professionnel ou à un tueur à gages professionnel pour relier ces points? Je ne voulais pas, commença David. Peu importe ce que tu voulais, claquai-je, mon calme se fissurant finalement légèrement. L'intention est sans importance lorsque tu as potentiellement exposé un témoin fédéral à des assassins du crime organisé. La famille Castellano a des ressources, David. Ils ont des gens qui surveillent les réseaux sociaux. Ils ont des gens qui enquêtent sur les rumeurs. Ils ont $1 million sur ma tête. Et tu viens de leur donner une piste qui mène directement à mon emplacement. Le bruit des véhicules qui s'arrêtaient à l'extérieur fit sursauter tout le monde. Par la fenêtre, je pouvais voir 3 SUV noirs avec des plaques d'immatriculation gouvernementale. Les portes de voitures claquèrent en succession rapide. C'est eux, dis-je en me levant. Personne ne bouge. Laissez-moi gérer ça. La sonnette ne sonna pas. Il y eut juste un coup sec et autoritaire qui indiquait clairement que ce n'était pas une demande. J'ouvris la porte pour trouver l'adjoint du maréchal Dubois flanqué de 4 autres US Marshals, tous portant un équipement tactique et des expressions très sérieuses. Adjoint du maréchal Dubois, le saluai-je. Alexandre, il hocha la tête sèchement, puis s'adressa à la pièce derrière moi. Service des US Marshals. Tout le monde reste assis les mains visibles. Nous devons sécuriser cet endroit et interroger toutes les personnes présentes. Les marshals entrèrent avec une efficacité entraînée. 2 se dirigèrent immédiatement pour sécuriser les sorties. Un autre commença à photographier la scène. Dubois s'approcha de la table de la salle à manger où ma famille était figée. « Qui d'entre vous est David Martin ?» demanda Dubois, bien que son ton suggérait qu'il le savait déjà. David leva sa main tremblante, comme quand il était enfant et qu'un professeur l'appelait. « C'est moi. Monsieur Martin. J'ai besoin de voir votre téléphone. Maintenant. »
David le tendit sans protester. Dubois fit défiler les photos, son expression s'assombrissant à chaque balayage. Vous avez pris 43 photographies d'un refuge fédéral. Vous en avez publié 6 sur votre compte Facebook avec la légende « J'ai enfin découvert ce que mon frère secret cachait ». Ces publications ont été partagées 17 fois et ont plus d'une centaine de commentaires. « Oh mon Dieu !» murmura Sophie. Dubois regarda David avec une expression qui réussissait à être à la fois furieuse et lasse. « Monsieur Martin, avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ? » « Je ne savais pas que c'était un refuge, » dit David, sa voix se brisant. « Je pensais qu'il était juste paranoïaque ou qu'il cachait quelque chose. Je ne savais pas pour la protection des témoins. Je ne savais pas pour la mafia. Je voulais juste savoir pourquoi mon frère était si secret. » « Vos désirs et votre ignorance ne changent pas les faits, » dit Dubois froidement. « Vous avez commis un cambriolage. Vous avez photographié des biens fédéraux. Vous avez distribué ces photographies publiquement. Et ce faisant, vous avez potentiellement compromis une affaire de protection de témoins active et mis en danger la vie de votre frère. » Maman commença à pleurer de bon cœur maintenant. Papa semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Sophie tenait la main de Marc si fort que ses phalanges étaient blanches. Un autre marshal s'approcha de Dubois et lui murmura quelque chose. La mâchoire de Dubois se serra. « Êtes-vous sûr, monsieur ? » Les publications sur les réseaux sociaux ont été reprises par au moins 3 forums de true crime. Un utilisateur a déjà identifié le complexe d'appartements en se basant sur des détails visibles sur les photos. Dubois se tourna vers David. « David Martin, vous êtes en état d'arrestation pour violation de la loi fédérale, y compris le cambriolage de propriété fédérale, l'altération des mesures de sécurité de protection des témoins et la mise en danger imprudente d'un témoin protégé. Vous avez le droit de garder le silence. » Pendant que Dubois lisait ses droits à David, un autre marshal s'approcha de moi. « Alexandre, nous devons vous déplacer immédiatement. Cet endroit est compromis. Nous mettons en œuvre des protocoles de réinstallation d'urgence. Combien de temps ai-je ? 20 minutes pour prendre les articles essentiels de votre refuge actuel. Ensuite, vous serez transféré dans une installation sécurisée jusqu'à ce que nous puissions organiser un nouveau placement. Votre identité actuelle est brûlée. Nous devrons recommencer avec un nouveau nom, un nouvel emplacement, un nouveau tout. » J'acquiesçai, sachant que cela allait arriver dès que j'eus compris ce que David avait fait. Et ma famille ? Ils seront interrogés. Leurs appareils électroniques seront saisis pour examen et ils seront sous surveillance jusqu'à ce que nous soyons certains que la famille Castellano n'a pas pris contact. Si nous déterminons qu'il y a une menace crédible, ils pourraient également avoir besoin d'une protection. Sophie retrouva sa voix. Protection ? Nous sommes en danger maintenant, nous aussi. Le marshal se tourna vers elle. Madame, votre frère a publié des photographies d'un refuge fédéral sur les réseaux sociaux. Ces publications ont été largement partagées et commentées. Il est possible que l'organisation Castellano les ait déjà vues. S'il décide d'utiliser votre famille comme levier pour trouver Alexandre Marc, alors oui, vous pourriez être en danger. Ça ne peut pas arriver, gémit maman. C'est Noël. Nous sommes censés dîner. Ça ne peut pas être réel. Madame Martin, dit Dubois, sa voix un peu plus douce maintenant. Je comprends que c'est accablant, mais je dois vous faire comprendre la gravité de la situation. La famille Castellano n'est pas un groupe de petits criminels. C'est une organisation criminelle sophistiquée avec des ressources, des connexions et une très forte motivation pour trouver votre fils. Vincent Castellano purge 3 peines de prison à vie consécutives grâce au témoignage de Marc. Son frère, Anthony Castellano, a publiquement juré vengeance. Le contrat d'1 million de dollars sur la vie de votre fils est très réel, et les gens qui veulent le récupérer sont très dangereux. Que arrive-t-il à David ? Demanda papa, sa voix creuse. Cela dépend de plusieurs facteurs, répondit Dubois. Sa coopération avec notre enquête. Si les photographies qu'il a prises et distribuées entraînent des incidents de sécurité réels. Si le nouvel emplacement de votre fils est compromis à la suite de cette violation. Au minimum, il fait face à des accusations fédérales qui entraînent une peine de prison substantielle. Au maximum, si quelque chose arrive à Marc à la suite de cette violation,
David pourrait être accusé de complicité de meurtre. David émit un son étranglé. Une marshal féminine était déjà en train de lui passer les menottes derrière le dos. Alexandre, je suis tellement désolé, dit David, me regardant avec une terreur sincère dans les yeux. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. J'étais juste en colère que tu nous exclues. Je pensais que tu étais égoïste ou que tu cachais quelque chose de grave. Je n'aurais jamais imaginé. Je sais, dis-je doucement. Mais savoir que tu n'avais pas l'intention de ce résultat ne change pas le fait que cela se produit. Tu as fait le choix de cambrioler ma maison. Tu as fait le choix de la photographier. Tu as fait le choix de publier ces photographies publiquement. Chacun de ces choix a mené directement à ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive ? Me demanda Sophie, les larmes coulant sur son visage. Est-ce que nous te reverrons un jour ? Je ne sais pas, admis-je. Les marshals devront évaluer le niveau de risque. S'ils déterminent qu'un contact familial continu est trop dangereux, alors non, vous ne me reverrez plus. Je disparaîtrai simplement et Alexandre Martin cessera d'exister avec Marc Dubois. Ce n'est pas juste, protesta maman. Tu as été témoin d'un crime. Tu as fait ce qu'il fallait en témoignant. Pourquoi devrais-tu être puni en perdant ta famille ? Parce que l'alternative est d'être mort, maman. La famille Castellano ne pardonne pas et n'oublie pas. Je connaissais les risques quand j'ai accepté de témoigner. J'ai fait la paix avec la possibilité de tout perdre il y a 2 ans. J'avais espéré pouvoir maintenir un certain lien avec vous tous, mais les actions de David ce soir ont rendu cela impossible. Le marshal, qui m'avait parlé plus tôt, revint. Alexandre, nous devons partir. Non. Notre équipe de surveillance a détecté une activité inhabituelle près de votre refuge. Nous ne pouvons pas confirmer que c'est lié au Castellano, mais nous ne prenons aucun risque. J'acquiesçai, puis regardai ma famille une dernière fois. Maman pleurait toujours. Papa semblait brisé. Sophie se maintenait, mais à peine. Marc semblait juste stupéfait, comme s'il ne pouvait pas tout à fait comprendre ce qui se passait. Et David, maintenant menotté et flanqué de Marshall, semblait que son monde entier s'était effondré. Je suis désolé, leur dis-je à tous. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous dire la vérité. Je suis désolé que ma situation vous ait entraîné dans quelque chose de dangereux. Et David, je regardais mon frère directement. Je suis désolé que ta curiosité et ton incapacité à respecter les limites aient mené à ça. J'espère que tu comprendras finalement que ce n'est pas quelque chose que je te fais. C'est quelque chose qui se produit à cause des choix que tu as faits. S'il te plaît, murmura David. S'il te plaît, ne les laisse pas me prendre. Je suis ton frère. Tu étais mon frère quand tu as décidé de cambrioler ma maison, dis-je, ma voix ferme malgré la douleur dans ma poitrine. Tu étais mon frère quand tu as publié ces photographies en ligne. Tu étais mon frère quand tu as parlé de tes projets à plusieurs personnes. Être mon frère ne t'a pas empêché de faire aucune de ces choses. Ça n'efface pas les conséquences maintenant. Dubois fit un signe au marshal qui tenait David. Sortez-le d'ici. Emmenez-le au bureau de terrain pour l'enregistrement. Je serai là sous peu pour mener un entretien complet. Alors qu'ils emmenaient David, il se tordit pour me regarder une dernière fois. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne répondis pas. Qu'y avait-il à dire ? Après le départ de David, Dubois s'adressa à mes parents et à Sophie. Vous devrez tous venir à notre bureau de terrain pour faire des déclarations. Vos téléphones, ordinateurs et tout autre appareil électronique seront saisis pour examen. Il vous sera demandé de fournir des informations détaillées sur toutes les personnes à qui David aurait pu parler de cette situation. Comprenez-vous ? Ils acquiescèrent d'un air hébété. Nous allons également placer une surveillance sur vos maisons et surveiller vos communications pendant au moins plusieurs semaines. Si quelqu'un vous contacte pour vous interroger sur Alexandre Martin ou Marc Dubois, vous le signalez immédiatement. Si quelqu'un que vous ne connaissez pas commence à montrer un intérêt inhabituel pour votre famille, vous le signalez immédiatement. Si vous remarquez quoi que ce soit de suspect, quoi que ce soit, vous le signalez immédiatement. Votre vie pourrait en dépendre. Adjoint du maréchal Dubois, dit Sophie, sa voix tremblante.
Ma famille est-elle vraiment en danger? Est-ce vraiment aussi grave que vous le dites? Dubois la regarda avec une expression presque sympathique. Madame, je suis au service des Marshall depuis 15 ans. J'ai travaillé sur des affaires de protection des témoins pendant tout ce temps. La famille Castellano est l'une des organisations les plus dangereuses avec lesquelles nous traitons. Ils ont déjà tué des témoins fédéraux. Ils ont déjà tué des membres de la famille de témoins. Ils ont tué des personnes qui étaient même tangentiellement liées à des affaires contre eux. Alors, oui, c'est vraiment aussi grave que je le dis. Peut-être plus grave encore. Il se tourna vers moi. Alexandre, nous devons y aller. Votre escorte est prête. Je regardai ma famille une dernière fois. Je vous aime tous. Je suis désolée que ça se termine comme ça. Prenez soin les uns des autres. Maman se leva, se dirigeant vers moi, mais un marshal l'intercepta doucement. Madame, s'il vous plaît. Nous devons déplacer le témoin immédiatement. S'il te plaît, supplia maman, me regardant. S'il te plaît, sois en sécurité. S'il te plaît, ne disparais pas pour toujours. Tu es mon fils. Je ne peux pas te perdre. Je serai aussi en sécurité que les Marshall pourront me garder, dis-je. Mais maman, tu dois te préparer à la possibilité que tu ne me revois plus. David n'a pas seulement compromis mon emplacement. Il a tout compromis. Mon identité entière pourrait devoir être enterrée et reconstruite à partir de zéro. Dubois posa une main sur mon épaule. Il est temps de partir. Je le suivis jusqu'à l'un des SUV, flanqués de marshals armés. Alors que nous partions, je regardais en arrière la maison de mes parents, voyant ma mère s'effondrer dans les bras de mon père sur la pelouse. Sophie et Marc se tenant impuissants à leur côté. Dans le SUV, Dubois me tendit une tablette. Nous devons commencer à documenter tout ce dont vous vous souvenez de l'installation du refuge, de vos routines, de toute personne qui aurait pu vous voir régulièrement. Nous aurons également besoin d'une liste complète de tout ce à quoi David a eu accès. Il a tout photographié, dis-je. Chaque pièce, chaque tiroir qu'il a ouvert, toutes les mesures de sécurité que j'avais installées. Nous savons, dit Dubois. Nous avons déjà commencé à analyser les photos. La bonne nouvelle est que la plupart des mesures de sécurité ne sont pas visibles sur les images. Il ne savait pas quoi chercher. La mauvaise nouvelle est que la disposition est claire et que toute personne expérimentée pourrait utiliser ces informations pour planifier une approche. Quelles sont les chances que la famille Castellano ait déjà vu les photos? Dubois hésita. Nous partons du principe qu'ils les ont vues. Cela fait 3 heures que David les a postées. C'est plus qu'assez de temps pour que l'information atteigne les parties intéressées. Donc mon refuge est complètement compromis. Pas seulement votre refuge, Alexandre. Votre identité entière dans cette ville est compromise. Chaque endroit que vous avez régulièrement visité, chaque personne avec qui vous avez interagi, chaque routine que vous avez suivie, tout cela doit être considéré comme brûlé. Nous recommençons à zéro. J'acquiesçai, sentant le poids de ce que cela signifiait. 2 ans à construire une vie, à créer une identité, à établir des routines. Tout cela partit en un seul après-midi parce que mon frère n'avait pas pu respecter les limites. Que arrive-t-il à David, demandai-je. C'est au procureur fédéral de décider, répondit Dubois. Mais entre vous et moi, il risque une peine sérieuse. Le cambriolage de propriété fédérale à lui seul est de 5 ans. Il y a eu les violations de protection des témoins, la violation de sécurité, la distribution sur les réseaux sociaux. Et il pourrait faire facilement 10 à 15 ans. Si quelque chose vous arrive à la suite de cette violation, ces accusations s'aggravent considérablement. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Cela n'a pas d'importance. L'ignorance n'est pas une défense pour les crimes fédéraux. Il a fait le choix conscient de cambrioler votre maison. Il a fait le choix conscient de tout photographier. Il a fait le choix conscient de publier ses photographies publiquement. Chacun de ces choix était illégal, protection des témoins ou non. Le fait que ces actions illégales aient compromis un témoin fédéral ne fait qu'aggraver exponentiellement la situation. Nous roulâmes en silence pendant plusieurs minutes avant que Dubois ne parle à nouveau. Pour ce que ça vaut, Alexandre, je suis désolé. Je sais que vous avez beaucoup négocié pour maintenir le contact familial.
Je sais à quel point cela comptait pour vous. C'est le pire des scénarios. C'est comme ça, dis-je. Je connaissais les risques. Je ne m'attendais juste pas à ce que la menace vienne de mon propre frère. La famille est souvent le maillon faible de la protection des témoins, dit Dubois. Non pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux. Ils pensent qu'ils ont le droit à l'information, le droit de savoir où vous êtes et ce que vous faites. Ils ne comprennent pas que ces droits peuvent vous faire tuer. Mon téléphone bourdonna. Le téléphone crypté que les marshals m'avaient fourni. Un message de l'équipe de relocalisation, appartement dégagé. Articles essentiels emballés. Prêts pour le transport vers l'installation temporaire. C'est ça alors, dis-je. Alexandre Martin est officiellement mort. Nous vous créerons une nouvelle identité, m'assura Dubois. Nouveau nom, nouvel emplacement, nouveau passé. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous garder en sécurité. Je sais que vous le ferez. Vous avez été bon avec moi, Dubois. J'apprécie. Je ne fais que mon travail, dit-il. Mais il y avait quelque chose de presque chaleureux dans sa voix. Bien que je doive admettre, vous êtes l'un des meilleurs témoins avec qui j'ai travaillé. La plupart des gens dans votre situation s'effondreraient en ce moment. Vous gérez cela avec un calme remarquable. S'effondrer ne changera rien, dis-je. Mon frère a fait ses choix. J'ai fait les miens quand j'ai accepté de témoigner. Maintenant, nous vivons tous les deux avec les conséquences. Alors que nous nous dirigeons vers l'installation sécurisée où je passerai les prochaines semaines pendant que les marshals arrangeaient ma nouvelle vie, je pensais au dîner de Noël, à la dinde qui n'avait jamais été mangée, à la réunion de famille qui s'était terminée par des menottes et des larmes, aux frères qui pensaient découvrir des secrets et qui, au lieu de cela, avaient détruit des vies. David avait voulu savoir ce que je cachais. Maintenant il savait, et cette connaissance lui avait coûté sa liberté, mis notre famille en danger et effacé toute relation que nous aurions pu sauver. Je me demandais si, dans des années, quand il serait libéré de prison fédérale, il penserait que cela en valait la peine, si sa curiosité avait été satisfaite, s'il avait appris quelque chose de l'expérience. Mais surtout, je me demandais si je reverrais l'un d'eux un jour. Les larmes de ma mère, l'expression brisée de mon père, la peur de Sophie, le choc de Marc. Ces images seraient les derniers souvenirs que j'aurais de ma famille en tant que Marc Dubois. Demain, je me réveillerai avec un nouveau nom dans un nouvel endroit avec une nouvelle vie. Et David se réveillerait dans une cellule de détention fédérale, faisant face à une décennie ou plus de prison. Tout cela parce qu'il n'avait pas pu respecter une porte verrouillée. Les conséquences de Noël 2024 résonneront dans notre famille pendant des années à venir, mais au moins, je serai toujours en vie pour m'en souvenir. C'était plus que ce que l'informateur de Vincent Castellano pouvait dire.